Vous êtes toujours sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'heure du 64 débat consacré aujourd'hui à la cybercriminalité. Pourquoi la France est-elle l'un des pays les plus attaqués au monde? Réponse avec nos invités. Vous êtes tous experts en cybercriminalité. Soyez les bienvenus. Déborah Haddad, vous avez consacré un ouvrage sur les cybercriminels aux éditions Nouveau Monde. Benoît Grunemwald, vous êtes expert en cybersécurité chez E7 France et Afrique. Akram Azaz, bienvenue. Vous êtes, chez SIA Partners, chef du pôle cybersécurité et intelligence artificielle. Et enfin, Clément Domingo, vous êtes ce qu'on appelle un hacker éthique. Alors, pour donner un peu de contexte, la France a subi des assauts très agressifs avec des cyberattaques sur plusieurs ministères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation nationale, mais également le Centre des impôts. Clément Domingo, le premier maillon faible qui a conduit à l'attaque du ministère de l'Intérieur, c'est un agent du ministère de l'Agriculture en province. Bah ça, c'est ce qu'on apprend. Mais ça veut dire que, en fait, les failles sont absolument partout. Bah aujourd'hui, les failles sont absolument partout. Il n'y a plus administration publique ou entreprise privée. Tout le monde est concerné. Et dans cette histoire de la cyberattaque du ministère de l'Intérieur, qu'on a découverte en fin décembre de l'année dernière, bah tout part en réalité 3 mois avant, au mois de septembre, où là, vous avez un agent du ministère de l'Agriculture, le soir, chez lui, qui télécharge un logiciel piraté. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les logiciels sont piégés avec ce qu'on appelle des info-stealers ou des kleptogiciels en bon français, qui vont être là pour dérober vos identifiants. Donc, pour les identifiants, pour expliquer, ça va être une adresse email ou alors un nom d'utilisateur, plus le mot de passe associé et l'adresse URL. Et voilà d'où ça part. Et ensuite, pendant 3 mois, ils sont arrivés jusqu'à Beauvau, derrière le fameux portail Keops. Très rapidement, pourquoi être remonté jusqu'à Beauvau, au ministère de l'Intérieur, alors que le ministère de l'Agriculture aurait très bien pu faire l'affaire, non ? Est-ce qu'on l'explique ça ? Dans la mesure où ces jeunes-là avaient de fil en aiguille en se baladant, ils ont vu qu'il y avait une possibilité de monter donc vraiment de faire la bascule du ministère de l'Agriculture jusqu'au ministère de l'Intérieur. Et lorsqu'on est dans le ministère de l'Intérieur, ce qui va intéresser, c'est d'aller récupérer des tâches, le traitement des antécédents judiciaires ou le fameux FPR, le fichier des personnes recherchées. Donc il y a beaucoup plus d'intérêt à pirater le ministère de l'Intérieur que le ministère de l'Agriculture, qui a aussi, je rappelle au passage, été piraté. Benoît Grunemwald, est-ce que ce type d'attaque s'est déjà produit dans d'autres pays ou est-ce que c'est vraiment sans précédent ? Alors, ce type d'attaque se produit dans d'autres pays. C'est l'ENISA, l'équivalent de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en France, mais au niveau européen, qui a un chiffre d'un rapport de 2025 qui analyse que dans les 4875 attaques qu'ils ont recensées, il y en a 38,2% qui concernent les administrations publiques. Donc, certainement que ce chiffre est gonflé par des attaques qui viennent de nos administrations publiques en France, mais c'est quand même un phénomène qui est assez largement répandu en Europe. Et pour rebondir sur ce que disait Clément, moi je me souviens quasiment 1 an jour pour jour de l'attaque contre France Travail qui débutait d'un organisme de formation en Isère, encore une fois un kleptogiciel, un logiciel info-stealer installé sur un ordinateur donc d'un centre de formation qui a l'autorisation de se connecter à la base de données France Travail et donc qui, lui, légitimement, va aller requêter cette base et sortir des informations. Donc ce qu'on appelle parfois l'attaque contre France Travail, dans ce cas précis, c'est en fait l'attaque contre un centre de formation qui, lui, est allé attaquer France Travail avec une certaine légitimité, malheureusement. Akram Azaz, j'ai lu que la France est le 2e pays au monde à être le plus piraté. Quelles sont les failles de la France ? La France, en fait, c'est ce qu'on appelle une dette technologique, une dette cyber. Donc, c'est-à-dire, à travers des décennies, les gouvernements ont priorisé d'autres centres budgétaires, si je peux dire. Et donc, on a mis un peu la poussière sous le tapis. Il y a aussi une surface d'attaque qui est énorme. Il y a plusieurs administrations, il y a plusieurs systèmes d'information qui ne sont pas forcément homogènes, ni au niveau de standards de sécurité. Et après, il y a un autre sujet, c'est que la France est particulièrement attractive de par sa position géopolitique, politique. C'est une force économique. C'est aussi une force nucléaire. Et donc, il y a un retour à investissement à espérer très haut pour les cybercriminels. Déborah Haddad, est-ce que le profil de ces cybercriminels ont évolué ? Vous parliez de jeunes.
Aujourd'hui, on peut tous être hackers grâce à l'évolution de l'intelligence artificielle, par exemple? Alors effectivement, de nos jours, on a une hausse de la menace à la faveur notamment des tensions géopolitiques, mais également de l'industrialisation des écosystèmes cybercriminels. Et cette industrialisation, elle permet à des cybercriminels tout à fait novices de réaliser des attaques avec l'aide d'autres cybercriminels qui leur fournissent des biens ou des services. Et cet écosystème permet également à des cybercriminels plus aguerris de gagner en sophistication et d'accélérer leurs attaques et d'augmenter le volume de leurs attaques. Et si je peux me permettre de rebondir sur ce qui a été dit un peu précédemment, certes, on remarque donc qu'il y a bien sûr des vulnérabilités en France, dans les systèmes français, et comme l'a précisé Benoît, des vulnérabilités qui se trouvent aussi dans d'autres pays. Moi, j'aimerais un tout petit peu nuancer le constat qui est tout à fait légitime qu'on se fait tous quand on voit cet enchaînement un petit peu catastrophique. Oui, parce qu'on a un peu l'impression d'un gouvernement très amateur sur la question. En fait, c'est vraiment l'impression que ça donne. D'où l'intérêt, je pense, de ma nuance. Effectivement, il y a des vulnérabilités. Effectivement, il y a exploitation de ces vulnérabilités. Mais il faut aussi se dire que la menace est à un niveau tellement élevé que la France, aussi bien son secteur public et son secteur privé, par des attaques tous les jours. Donc, effectivement, on a des attaques qui réussissent. L'administration publique, c'est une attaque par jour. Hein. Visiblement, le dernier chiffre, c'est 300 attaques qui visaient des administrations publiques. Un peu moins d'accord, vraiment, Déborah, dans la mesure où ce qui s'est passé là avec la DGFiP, d'ailleurs, qu'on découvre cette semaine... Les finances publiques. Hein. Vraiment les finances publiques, vous avez bien fait de le rappeler, qu'on découvre 7 semaines après. Ça, ce n'est pas une cyberattaque sophistiquée. En effet, on en parle beaucoup, mais quand on se rend compte qu'on aurait pu l'éviter, c'est là où c'est grave, c'est là où c'est dramatique. Et je pense que c'est là aussi il faut un peu tempérer en se disant qu'on n'est peut-être pas, en tout cas sur le papier, on a vraiment aujourd'hui l'ANSSI qui fait un travail remarquable, mais qui est en sous-effectif. On a aujourd'hui des entreprises qui font un travail remarquable. Là, vraiment, la compétence, elle est là en France, mais ce qui manque, c'est peut-être un chef d'orchestre, et ce n'est, je pense, aujourd'hui inaudible pour beaucoup de professionnels, pour beaucoup de personnes, de se dire qu'on savait depuis 2 ans, on sait ce qu'il y a à faire, et pourtant rien n'est fait. Quand Sébastien Lecornu vient, après le piratage de la NTS, annoncer une série de mesures très bien, mais on ne les a pas vues. Là encore, il revient, il fait la même chose. Pareil aussi pour la stratégie nationale de cybersécurité qui avait été présentée au mois de février par Anne Le Hennoff. On se dit, mais où tout cela est passé ? Mais parce que pendant très longtemps, on a pensé qu'il n'y avait que les entreprises privées qui étaient des cibles de choix. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, en fait, je pense que ça n'a jamais été le cas. Parce qu'en fait, dès le moment où on a un système d'informatique d'autant plus complexe, on est vulnérable. Et là, ce qu'on remarque notamment dans l'attaque contre la DGFiP qu'a évoqué Clément, c'est que la vulnérabilité première, la porte d'entrée, et c'est aussi le cas pour la fuite de données de l'éducation nationale, c'est la vulnérabilité humaine. Donc on a certes des aspects de vulnérabilité technique et de vulnérabilité organisationnelle qu'il faut corriger, et je rejoins tout à fait Clément, mais il y a aussi un aspect humain qu'il faut renforcer via de la sensibilisation. Et de la pédagogie. Voilà, tout à fait. Et je vais aussi rebondir sur ce qu'a dit Clément sur la proposition de Monsieur le Premier ministre concernant le fait qu'il faudrait créer une unité spécialisée au sein de l'ANSSI, etc. Je trouve que le problème avec la proposition de Monsieur Lecornu, c'est qu'en fait, on est encore... à trouver des solutions dans la réponse à incident. Non, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est réussir à anticiper les menaces, à se protéger, plutôt que toujours à être dans la réponse, d'autant que l'unité que cherche à créer Monsieur Lecornu, en fait, existe déjà au sein de l'ANSSI et est venue d'ailleurs en aide à TV5 Monde lors de l'attaque de 2015. Merci de nous rappeler cet épisode assez douloureux. Akram, est-ce que les gouvernements ne font pas suffisamment appel aux entreprises privées capables de les accompagner ? Je pense en fait qu'à la fois le gouvernement dispose des compétences. Cela dit, il faut leur donner les moyens, à la fois en fait des moyens humains, des moyens financiers et surtout du vrai pouvoir. Donc si on parle de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, je pense qu'il mériterait d'avoir des rôles et responsabilités beaucoup plus clairs et avec cette capacité d'imposer les plans d'action qui justement en fait qu'ils suggèrent aux administrations. Et j'entends en fait les voix qui disent qu'il y a une sorte de bashing par rapport à ce gouvernement. Certes, c'est la responsabilité de plusieurs gouvernements, mais le gouvernement a un devoir de résultat, donc c'est-à-dire de protéger les données des citoyens français. Il n'est pas de moyens. Et en fait, ils connaissent que ces cyberattaques-là, donc dans ce gouvernement, il y a des ministères d'armée, il y a aussi des GSE, des GSI, donc ils sont très au clair en fait sur la cybermenace qui pèse sur la France. Et après, là où je rejoins Clément, c'est que aussi en fait le plan d'action qui est proposé, il est ridicule en regard en fait justement de tout justement en fait le challenge que doit relever la France. Les fameux 200 millions, les 500 millions même,
criminels, c'est insuffisant pour solder la dette technologique et cyber de la France qui relève de plusieurs dizaines d'années. Alors moi, j'aimerais maintenant qu'on comprenne quel est le cheminement de ces données, parce que le ministère de l'Éducation a été hacké, mais comment est-ce que les hackers vont-ils se servir des données, par exemple, de simples étudiants? Est-ce qu'on connaît le cheminement et de la manière dont c'est monétisé, hein? Oui, et Déborah l'a bien dit, on est sur une industrialisation du paysage cybercriminel. Il va y avoir la mise en vente de ces informations pour une exploitation par d'autres cybercriminels. C'est-à-dire que le groupe Zero Byte dont on parle, qui a priori est un duo assez jeune, n'est pas celui qui va exploiter la base de données. Sinon, ils ne l'auraient pas vendu, ils l'auraient gardé pour eux et ils auraient fait eux-mêmes ces actions. Et ces actions, ça va être des emails d'hameçonnage, des SMS d'hameçonnage, pourquoi pas des appels téléphoniques avec ou sans intelligence artificielle, et dans certains cas, peut-être sur des profils très bénéfiques, des présentations au domicile. On l'avait vu, c'est toujours difficile à corréler, mais on le suppose pour la Fédération française de tir. Et en fait, ces utilisations d'arnaques vont continuer à alimenter des Initial Access Brokers, c'est-à-dire ceux qui vendent les accès initiaux dont parlait Clément tout à l'heure, le login, le mot de passe, et ils sont bien souvent issus d'info-stealers, donc des logiciels de klepto-logiciels. Et donc c'est un écosystème qui se retrouve dans un univers qu'on appelle généralement le dark web. Alors il est un peu dark, mais il est surtout Mais il n'est pas totalement dark, puisqu'il y a des entreprises qui ont pignon sur rue et qui ont cette spécialité de revendre de la donnée. Est-ce que l'un des moyens de lutter, ce ne serait pas de prendre des actions contre ces entreprises qui revendent de la donnée? Et on les connaît. Là, je pense que c'est peut-être la fin du problème. On a peut-être d'autres choses à solutionner avant d'arriver là. Non, mais vraiment, disons-nous un peu aujourd'hui les choses. Pareil aussi, aujourd'hui, on veut faire un peu du techno-solutionnisme. Moi, je pense qu'on est très, très, très loin de faire du techno-solutionnisme. On a peut-être besoin, en effet, de moyens, mais surtout d'humains pour le faire. Et moi, aujourd'hui, je comparais un peu ce qu'on est en train de vivre en France comme un orchestre, en tout cas dans notre écosystème cyber, où chacun joue sa partition. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un chef d'orchestre pour faire sonner à l'unisson tout ça. Et tant qu'on n'aura pas ça, et donc c'est vraiment démoralisant, quand vous voyez un peu que Sébastien Lecornu veut venir un peu créer une unité, soit il ne sait pas ce qui se passe au niveau du SGDSN, que l'ANSSI directement rattaché à lui, et ce qu'il veut faire, ça n'a aucun sens. Akram, est-ce que vous avez constaté une hausse de la cybercriminalité en lien avec les crises géopolitiques? Est-ce que ça monte crescendo en fonction, ou alors est-ce que c'est complètement décorrélé? Si, en fait, la cybercriminalité sur les 5-10 dernières années, elle évolue. À la fois, il y a des cyberguerres, bien sûr, avec à la fois des États directement engagés, comme la Corée du Nord ou d'autres pays de l'Est pour de la déstabilisation. Il y en a aussi d'autres pour des intérêts très financiers. Ce qui facilite encore, comme disait Déborah, c'est qu'actuellement, sur le Darknet, en fait, on peut trouver des kits, ce qu'on appelle du Cybercrime as a Service. Donc, c'est-à-dire, même si on est novice, avant, il fallait être quand même un peu bon en informatique, en algorithme, en code. Actuellement, en fait, on peut acheter des kits qu'on arrive en fait à configurer. C'est assez ludique, j'ai envie de dire. Et en fait, on peut réaliser des attaques. Après, pour autant, c'est pas des attaques d'une grande sophistication. La plupart du temps, vraiment du DDoS. D'ailleurs, oui. C'est ce qu'on va avoir. Exactement, oui. Mais ce qui vient, en fait, c'est beaucoup plus, on va dire, grave, parce que là où l'IA va vraiment rentrer autant qu'accélérateur pour à la fois identifier les vulnérabilités, réaliser des attaques assez autonomes, parce qu'actuellement, l'IA, ils ont des scores sur les exercices justement en fait de hacking. C'est là en fait ce qui laisse présager en fait un avenir pas très, on va dire, sûr d'un point de vue cyber, d'où justement la nécessité de se doter d'un vrai plan bien pensé, pragmatique, et que ce soit pas juste l'effet d'annonce post-incident. Et si je peux me permettre, en fait, actuellement, ce qui se passe aussi, c'est que les motivations des attaquants se brouillent un peu. Il y a une porosité. Ah, c'était une question à vous ? Oui, justement, et cette question, elle était pour vous. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, finalement ? Est-ce que c'est un hacker qui va juste vouloir faire de l'argent, ou est-ce que le plus dangereux est celui qui veut déstabiliser un pays ? Et j'imagine que les deux sont un peu reliés. Voilà, moi je dirais qu'il n'y a pas forcément de plus dangereux. On a cru pendant longtemps que c'était les attaquants sponsorisés par des États qui étaient forcément par nature les plus dangereux, parce que sans doute ceux disposant du plus de moyens et du plus de technicité. C'est de moins en moins vrai. On a des cybercriminels qui sont au niveau de groupes sponsorisés par des États. Et donc c'est vrai que c'est intéressant aussi quand on subit une attaque, et c'est aussi pour ça que je parle d'anticipation et de connaissance de la menace, de savoir qui nous attaque ou qui est enclin à nous attaquer. Et donc effectivement, on a des modes opératoires des attaquants
attaquants réputés liés à des États qui effectivement ont des motivations plus du type de la déstabilisation, de l'espionnage, mais également avec la Corée du Nord qu'on a pu évoquer, aussi un aspect lucratif dans leurs attaques. On va avoir des cybercriminels comme apparemment Zero Bytes, d'après ce qu'ils prétendent, qui sont attirés par l'appât du gain, mais sans doute qui ont également une motivation un peu liée à la notoriété et au gain de réputation sur l'ego, dans l'écosystème cybercriminel. Et ensuite, on a le reste. On va avoir des hackers isolés qui font ça un peu pour le défi et des activistes qui font ça pour revendiquer par souci d'idéologie. Donc il faut bien comprendre un peu qui nous attaque. Et là, actuellement, avec les fuites de données, on serait globalement sur des cybercriminels attirés par l'appât du gain. Très rapidement, Benoît Grunemwald, est-ce que ces attaques répétées, comme on le voit sur la France, peut inquiéter les partenaires de la France et ses voisins? Est-ce qu'au niveau international, il peut y avoir des répercussions? Oui, il y a certaines répercussions, des répercussions de des gens qui veulent confiance. moins travailler avec la France, par exemple. Alors, des répercussions de confiance, comme chaque citoyen peut en avoir vis-à-vis des données qui ont fuité et qui peut se dire que l'État n'est pas à même de conserver les données qu'on lui a confiées. On sait qu'il y a certains pays qui misent sur le secret bancaire, par exemple, des paradis fiscaux notamment. Sans aller jusque-là, la France doit protéger les informations qu'on lui confie. Je dirais quand même, pour temporiser, et ça n'excuse pas que Microsoft a été attaqué, Nvidia a été attaqué, Sony Pictures a vu certains de ses films sortir en avance. Ce n'est pas une excuse, mais pour autant, quand on ne met pas les moyens, eh bien, on se retrouve face à de telles cyberattaques. Je pense aujourd'hui ici vraiment ce qui change, rapidement, parce que c'est la fin de notre débat. Ce qui change, c'est que là, c'est vraiment les citoyens eux-mêmes qui sont en première ligne. Et donc, vous parlez un peu de ce lien de confiance qui aujourd'hui, hélas, totalement rompu entre l'État et ses administrés et ses citoyens. Voilà, et nous allons devoir organiser un second débat pour comprendre comment on peut avancer sur cette question. Merci à tous les quatre d'avoir été présents sur le plateau du 64.